Proche-Orient, stagnation des fronts ou extension du conflit. LIP, confusion, mais peut-être une issue. Dernière minute, le vice-président Agnew vient de démissionner. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commencée lors du Ramadan et le Kippour, la guerre sainte continue. Lutte de libération pour les Arabes, bataille de jugement dernier pour les Israéliens. La guerre se développe, se déploie avec autant de rage et de violence qu'au premier jour. Il n'est plus question de guerre éclair, Mme Golda Meir vient de le reconnaître. 5 jours après le déclenchement des hostilités, aucune issue militaire n'apparaît. Front Nord, les Israéliens affirment avoir atteint ce soir la ligne de cessez-le-feu. Point chaud des combats, El Kounetra, au centre du plateau du Golan. Nouveau raid israélien sur l'aérodrome de Damas, sur les installations pétrolières de Homs, sur le quartier général des forces navales syriennes, l'Attaqué. Opération aérienne, enfin, sur des batteries de missiles Frog installées par les Syriens dans le sud du Golan, missiles sol-sol russes dont l'armée syrienne se servait pour la première fois. Et ce soir, Mme Golda Meir affirme: nous avons en main le Golan. Mais maintenant, aux côtés des Syriens, l'armée irakienne participe directement au combat, tant sur le front nord, le Golan, que sur le front sud, dans le Sinaï. Un communiqué de Bagdad annonce 90 raids de l'aviation irakienne, qui possède à elle seule 220 appareils de fabrication russe. Et depuis ce matin, une armée irakienne de 20 000 hommes serait intervenue dans le Golan pour appuyer des troupes syriennes. La guerre du Kippour, comme l'appellent les Israéliens, ne sera pas une guerre éclair. Le général Yariv le disait hier, notre existence n'est pas en jeu, mais la bataille peut être longue. Et effectivement, depuis 2 jours, on piétine. On dit ici que les fronts sont stabilisés, c'est-à-dire que ni on ne recule, ni on avance. Mais nous avons l'impression que les combats sont très durs. Chaque jour, depuis lundi, nous montons sur les hauteurs du Golan. Pas trop près des combats, les militaires nous l'interdisent. Sans cesse, venant des arrières, montent des réservistes, des troupes fraîches et du matériel. La situation aujourd'hui est à peu près celle-ci. L'armée israélienne occupe presque toute la ligne de cessez-le-feu du Golan. Presque toute, car ce matin encore, il y a eu une contre-attaque syrienne qui a pilonné le Golan. Immédiatement, les bombardiers légers Skyhawk israéliens ont plongé sur les batteries israéliennes pour les faire taire. Ce matin également, un des plus importants combats aériens depuis le début de la guerre a opposé l'aviation israélienne à l'aviation syrienne. Tel Aviv annonce 17 avions abattus et pas de pertes israéliennes. Aujourd'hui encore, le Golan était noyé sous la fumée des obus et des roquettes des avions israéliens. Dans quelques poches, près de Kouneitra, tout près de la ligne de cessez-le-feu syrienne, les Syriens résistent toujours. Quant aux Israéliens, voici ce qu'ils espèrent. Nous espérons arriver le plus vite possible et dépasser les frontières. Dépasser les frontières? Des deux côtés? Les chasser, les chasser. C'est-à-dire les repousser? Les repousser, les terminer complètement. C'est-à-dire les terminer? C'est-à-dire de terminer complètement avec l'armée syrienne. Damas n'est pas bien loin. Nous n'aurons pas besoin d'autre terrain. Ça nous suffit. Non, mais quand vous dites aller encore plus loin? C'est-à-dire de repousser, de terminer leur ligne et retourner aux lignes du mois de juin. C'est ce que disait Yigal Allon ce matin. Les Israéliens franchiront les lignes de cessez-le-feu si c'est nécessaire pour détruire complètement le potentiel militaire des 2 puissances arabes. Après, ils repartiront. Ils n'ont pas, disent-ils, de visée territoriale. Sur le front sud, la ligne fortifiée israélienne Bar-Lev le long du canal a été enfoncée sur 10 à 15 km par les Égyptiens. Violent combat de chars dans le Sinaï, l'aviation israélienne a bombardé des aéroports au nord de l'Égypte, à Baltim, Abu Hamad et Qisma. Les Égyptiens de leur côté ont bombardé des postes de commandement israéliens au nord du Sinaï. Les Égyptiens avancent également au sud, à la rencontre des blindés et des convois de réservistes israéliens que vous voyez ici et qui montent vers le front. De l'autre côté, des renforts très importants en troupes fraîches, en blindés et des missiles soviétiques SAM ont traversé le canal sur les ponts construits par les Égyptiens.
Ils entrent eux aussi dans la bataille. Selon le Caire, l'armée égyptienne agit comme un rouleau compresseur et avance lentement en cherchant à exploiter sa supériorité en hommes et en matériel. Les Israéliens reconnaissent qu'ils ont été repoussés. Ils tentent maintenant de fixer ce front. Les blindés sont l'arme principale de cette guerre très dure. Les pertes sont très lourdes, les chiffres contradictoires. Aujourd'hui, 15 blindés israéliens auraient été capturés. Hier, une brigade entière a été détruite et son colonel fait prisonnier par les Égyptiens. Des deux côtés ont fait état de dizaines, voire de centaines de chars détruits. L'aviation est venue prêter main forte aux blindés. Les Israéliens auraient perdu 10 avions aujourd'hui, les Égyptiens et Syriens 20. Mais personne ne dit combien d'hommes des deux côtés sont morts dans les sables du Sinaï. Pour la première fois de leur histoire, les Israéliens se défendent plus qu'ils n'attaquent. Leurs services secrets ont apparemment sous-estimé l'équipement, la combativité et le degré de coordination du commandement et des troupes arabes. David Elazar, 48 ans, chef d'état-major de l'armée israélienne, vainqueur sur les hauteurs du Golan en 67. Avec le général Yariv, il a laissé cette fois aux Arabes l'initiative des hostilités. Mais la supériorité numérique de l'armement arabe l'a contraint à accepter un front plus statique que prévu. Plusieurs généraux réservistes vainqueurs de 67 ont été rappelés par le général El-Azhar. Parmi eux, l'ancien chef d'état-major israélien, le général Bar-Lev. Chef d'état-major de l'armée égyptienne, le général Chazli, 51 ans, spécialiste des troupes de parachutistes. Il a étudié minutieusement la défaite de 67. Il a formé psychologiquement ses jeunes officiers. Il a préparé rigoureusement cette nouvelle guerre et lancé dans le Sinaï plusieurs centaines de chars, ensemble, pour déborder l'aviation israélienne. Stratégie, imposer une guerre d'usure aux Israéliens. Il apparaît de plus en plus que cette guerre est une guerre d'armes, autant qu'une guerre d'hommes, et pour évaluer les forces en présence, il ne suffit pas de compter les avions ou les missiles. Il faut également évaluer les caractéristiques de ces armes, principalement dans le domaine aérien qui joue un rôle décisif. Côté israélien, l'armement de base ne s'est pas profondément transformé depuis 1967. L'aviation repose toujours sur les Mirages, les Fantômes, les Skyhawk, mais l'efficacité de ces appareils repose sur l'excellente organisation et le puissant soutien technique au sol. Durant la guerre des 6 jours, chaque Mirage israélien réussissait à effectuer 12 sorties en moyenne par jour. En outre, Israël possède une importante industrie d'armement qui certes ne construit pas encore des avions de combat, mais qui améliore, adapte et entretient le matériel étranger. C'est ainsi que les Israéliens ont pu construire toute une gamme de missiles qui ont nom Gabriel, Jéricho, mer-mer, air-sol, etc. Du côté arabe, c'est surtout l'armement anti-aérien qui paraît s'être amélioré grâce notamment à ces missiles SAM-3 que l'on voit ici mis en œuvre au Vietnam, où ils avaient, on s'en souvient, fait preuve d'une remarquable efficacité. En 1967, les Égyptiens n'avaient que des SAM-2 nettement moins perfectionnés. Il semble même que les unités arabes disposent de SAM-4 mobiles qui peuvent suivre les troupes dans le mouvement et par conséquent leur assurer une protection contre les attaques aériennes. En outre, les Syriens ont reçu les fusées Sol-Sol Frog soviétiques de 80 km de portée qui ont été tirées sur le territoire israélien. L'aviation arabe, qui avait été détruite dans la guerre des 6 jours, a été renouvelée. Elle repose toujours essentiellement sur les MiG-21 soviétiques, mais elle ne dispose pas, évidemment, d'une industrie aéronautique pour la soutenir, comme l'aviation israélienne. Mais on a vu, en outre, dans le ciel du Sinaï, des MiG-23 beaucoup plus modernes, et les Israéliens ont déclaré avoir abattu des avions Sukhoi 7, avions à ailes mobiles, à géométrie variable. Là encore, on peut se demander si cette guerre ne sera pas utilisée par les grandes puissances pour être une sorte de banc d'essai pour de nouveaux armements. En définitive, les progrès les plus importants sont dans le domaine de la défense antiaérienne. Jusqu'à présent, ces nouveaux avions sont beaucoup moins intervenus. Mais l'inquiétude grandit également ce soir pour une autre raison. Les grands n'interrompent pas leur livraison d'armes aux belligérants. Les combats ne sont pas près de s'arrêter par manque de matériel. Moscou n'a pas cessé de réapprovisionner l'Égypte et la Syrie grâce à un important pont aérien. Les Américains vont en faire autant avec leurs alliés israéliens et ils lancent ce soir un avertissement à Moscou. Alors le monde se trouve-t-il au bord d'une grave crise? Les fronts du Golan et du Sinaï stabilisés,
dans la perspective d'une guerre longue et pénible, deux mythes se sont effondrés simultanément, celui de l'invincibilité d'Israël, celui de l'incapacité militaire des Arabes. Et depuis, jamais cette région du monde n'a mieux mérité ce surnom que lui donnait dès 1968 M. Nixon, le tonneau de poudre du Proche-Orient. Et c'est sur ce tonneau de poudre que les grandes puissances jouent une partie d'échecs acharnée, dont l'enjeu n'est pas seulement, bien sûr, le problème des frontières d'Israël. Depuis 1967, depuis la guerre des 6 jours, Russes et Américains ont multiplié les rencontres, ils se sont installés dans les sourires, ils ont amorcé la détente, ils parlent même de coopération. Mais ils ont toujours dû laisser à l'écart le problème du Proche-Orient sur lequel ils n'ont jamais été d'accord. Depuis 5 jours maintenant, leur embarras est éclatant. Chacun des deux a des engagements vis-à-vis de l'une des parties au combat. Chacun des deux a des problèmes intérieurs liés au Proche-Orient, les États-Unis avec une très forte pression des Juifs américains au niveau de l'opinion publique comme au niveau du Sénat, et l'Union soviétique d'autre part avec l'émigration des Juifs soviétiques vers Israël. Chacun des deux, par-dessus le champ de bataille, mesure en même temps son intérêt propre. Les Américains, par exemple, ne sachant pas très bien jusqu'où ils peuvent aller dans l'aide à Israël sans se couper totalement des pays arabes, leur réservoir de pétrole numéro 1. Le Proche-Orient aujourd'hui, ce n'est pas la crise de Cuba. Les deux grands, comme on les appelle, ne sont pas directement face à face, le doigt sur la détente nucléaire. Mais c'est déjà une sorte de Vietnam, un conflit localisé, avec fourniture d'aide, de matériel, d'armement, mais pas de troupes. Pas encore, disent les pessimistes. Déjà, l'appel lancé tout à l'heure par Washington à Moscou donne à réfléchir. Si ces fournitures d'armes soviétiques aux Arabes se révélaient être un pont aérien massif, cela donnerait un nouvel aspect à la situation, disait le département d'État, il y a 2 heures maintenant. Il est clair que, mesurée à une guerre soudaine, même localisée, la détente est une chose bien fragile quand, toujours basée sur une politique de bloc, elle ne repose que sur une volonté de commerce, sur une coopération tacite avec occultation des tonneaux de poudre. Que sera devenue l'idée de détente si l'un des deux camps actuellement en guerre au Proche-Orient, et peu importe lequel d'ailleurs, remporte une victoire totale dans les jours qui viennent? À New York aujourd'hui, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre français des Affaires étrangères posait indirectement cette question, parmi d'autres. Monsieur le Président, ce discours, je l'ai écrit moi-même voici plusieurs jours. Venant ici aujourd'hui, je n'y ai rien changé, sauf 2 verbes, mis de l'indicatif à l'imparfait, et 2 incidentes, à vrai dire, spontanées. Ce discours est l'exposé de notre politique, dans sa réflexion, sa durée, sa détermination. Je n'y retranche rien, je n'y ajoute rien. Mais depuis samedi dernier, des combats ont repris, dont tout prouve qu'ils sont particulièrement sanglants. J'offre le concours de mon pays pour que la guerre s'apaise rapidement et ne puisse renaître. Nous pourrions faire des suggestions pour contribuer à un règlement pacifique, à condition que tous en veuillent et veuillent vraiment une paix juste et durable. Je suis convaincu que nos amis européens ont le même désir. Je souhaite que ces bonnes volontés ne soient pas offertes en vain. Depuis que M. Joubert a prononcé son discours à l'ONU, il a été explicité, notamment à Paris. Il ne s'agit pas d'une offre de bons offices, c'est-à-dire que Paris ne propose pas de jouer un rôle de médiateur. La France offre son concours, non pas à l'établissement d'un cessez-le-feu, après tout il y en avait déjà eu un en 1967, mais à la construction d'une paix juste et durable, c'est l'expression de M. Joubert. La position française demeure donc dans la ligne exposée hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, M. Mesmer, une position que M. Pompidou a réaffirmée aujourd'hui en Conseil des ministres. Cette 4e guerre du Proche-Orient a des conséquences sur la politique intérieure française entre la majorité et l'opposition, mais surtout au sein de chaque camp. Des séparations apparaissent entre amis et adversaires d'Israël ou au contraire des États arabes.
C'est sensible depuis le débat de censure d'hier. Les déclarations se sont aujourd'hui encore multipliées. Elles ont fait notamment apparaître à l'intérieur des partis de la majorité un certain nombre de restrictions face à certains aspects de la position du gouvernement français. Dans les couloirs du Palais Bourbon, messieurs Le Tac et Marcus n'ont pas caché qu'ils n'appréciaient pas la petite phrase de monsieur Joubert. Monsieur Marette a demandé à monsieur Messmer, devant le groupe UDR cet après-midi, s'il ne pensait pas que le débat sur la réforme constitutionnelle devrait être reporté. Les passions, a-t-il expliqué, risquent de se déchaîner et de se traduire au Parlement par des votes hostiles qui n'ont rien à voir avec l'objet du débat. Au même moment, M. Ablin, réformateur, indiquait que la politique étrangère de la France pèserait d'un grand poids sur le vote de ses amis mardi prochain. Une déclaration de M. Dornano, républicain indépendant, souhaite que le gouvernement conduise son action sans prendre parti ou donner l'impression de prendre parti pour l'un des camps. M. Barrot, CDP, adjure M. Messmer de bien expliquer sa position au pays et d'œuvrer en faveur de la paix. Au sein de la gauche, la faille apparaît beaucoup plus grave sur ce même problème, car les positions sont beaucoup plus tranchées. M. Marchais se déclare solidaire du combat des Syriens et des Égyptiens. La thèse de M. Mitterrand est fort éloignée. Les socialistes français insistent sur le droit pour Israël d'obtenir des frontières sûres et ils ajoutent on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Le bureau du parti doit ce soir préciser sa position. LIP, la négociation officielle est interrompue, mais la rupture n'est pas totalement consommée. Il y a une issue peut-être favorable. Le ministre, M. Charbonnel, souhaite en tout cas une consultation du personnel, comme M. Giraud, qui n'est plus le médiateur et qui n'aura pas de successeur. Un de médiateur. Ah oui, alors là, terminé, plus de négociation. Mais monsieur Giraud, patron, discutant avec les ouvriers, c'est encore possible. Vous avez vu que M. le ministre demandait à ce que je reste comme industriel. J'y mettrai mes conditions si le personnel le désire d'une façon très précise et le manifeste avec une écrasante majorité. Et attention, une majorité qui soit une majorité de vote de tout le monde et non pas une farce de vote avec des assemblées qui sont dites générales, mais il n'y a que quelques personnes et qui votent à main levée au lieu que ce soit dans une atmosphère de calme. J'ai dit et je répète que la marge qui séparait hier, au moment où M. Giraud a déclaré qu'il ne pouvait pas poursuivre la négociation, la marge qui sépare les concessions qu'il a faites des propositions présentées par les organisations syndicales d'un commun accord n'est pas telle qu'un accord sur un compromis soit impossible. Hier, nos camarades de la CGT pensaient réellement, sincèrement, qu'il y avait une possibilité d'aboutir dès hier soir à un compromis. Et ce n'est pas de leur faute si certains des négociateurs côté syndical ont donné un prétexte à M. Giraud pour suspendre intempestivement la séance. Mais ce n'est pas non plus une raison pour renoncer à poursuivre la négociation en vue de faire ce qui n'a pas pu être réalisé hier. L'Assemblée générale de ce matin l'a prouvé, les employés de l'IP ne veulent pas croire que la négociation est terminée. Et à l'unanimité, ils ont réclamé la poursuite des discussions. Comme on s'y attendait, la CGT et la CFDT se sont affrontées. Comme on s'y attendait, par l'intermédiaire de Charles Piaget, la CFDT a fait triompher ses thèses. Poursuite de la négociation, parallèlement au développement de la lutte. Ce matin, personne n'a voulu poser ce qui est peut-être désormais la seule véritable question. Les 1300 employés de l'IP sont-ils prêts ou non à accepter de se sacrifier pour 160 d'entre eux? 6 mois de conflit ont prouvé que le personnel de l'IP était remarquablement uni. Mais aujourd'hui, certains se demandent tout de même si l'heure n'est pas arrivée d'accepter un compromis honorable. D'autres estiment que les 6 mois de lutte ne peuvent déboucher sur un échec. Bien sûr, ils souhaitent la négociation, mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. À Besançon, l'euphorie de l'été s'estompe, et les LIP, comme on les appelle ici, se retrouvent seuls face à leurs problèmes. M. Georges Gors, ministre du Travail, vient de s'engager à reclasser les 159 travailleurs de l'IP non repris dans la nouvelle entreprise, et il le fera, dit-il, dans des conditions intéressantes. Le vice-président des États-Unis, M. Spiro Agnew, vient de démissionner, on vous l'a dit.
Il plaide coupable dans une affaire de fraude fiscale et de trafic d'influence. Il veut, paraît-il, se défendre. Il a des dossiers et des moyens pour cela. En tout cas, sa démission est maintenant officielle. Spiro Agnew a donc jugé que le pays ne peut pas avoir confiance en un vice-président qui a des explications à donner à la justice et en particulier au fisc américain. Paradoxalement, aucun rapport avec l'affaire du Watergate qui bouleverse depuis plusieurs mois la politique intérieure des USA. Ce que l'opinion reproche au vice-président américain, c'est d'avoir trempé dans une affaire de fraude fiscale. En effet, il y a quelques minutes, le vice-président Agnew vient d'être condamné par un tribunal fédéral à Baltimore à une amende de $10 000, c'est-à-dire 5 millions d'anciens francs. D'ailleurs, Spiro Agnew a plaidé coupable. Monsieur Agnew a démissionné aussitôt. Avec cette démission, une crise constitutionnelle est créée aux États-Unis et on peut se demander aussi ce soir si cette démission de Spiro Agnew n'est pas faite pour détourner définitivement l'attention publique des Américains de cette affaire du Watergate. En tout cas, ce soir, M. Nixon a lâché son vice-président. Pour les Français ou les étrangers de passage à Paris, la vie du théâtre a jusqu'ici été subordonnée aux créations parisiennes, au succès consacré, comme vous le savez, par Paris. Un début timide de changement est en train de se produire grâce au phénomène de la décentralisation. La province crée des spectacles là où vivent les troupes dramatiques, où elle le fait à Paris. Il est important que la province vienne à Paris pour informer de ce qu'elle fait, comme il est important que ce qu'elle fait à Paris aille, comme c'est le cas en province. C'est une politesse que l'on rend. Et puis, il est important aussi de penser qu'à une époque où certains théâtres évoluent énormément, que le théâtre dit de boulevard, contre lequel je n'ai absolument rien, moi, au contraire, évolue beaucoup. Et il est important que parallèlement à cela, on puisse prouver que des grandes œuvres et des grands auteurs puissent être joués dans un théâtre comme la Porte Saint-Martin, par exemple, un théâtre de boulevard, et mis à la portée de tous et avoir la même audience que n'importe quelle pièce de théâtre de boulevard. Oh, Juliette, si ta joie est à son comble, comme est la mienne, et si tu peux mieux que moi la dépeindre, alors adoucis de ton haleine l'air environnant, donne-moi la musique de ta voix pour chanter le bonheur de notre rencontre. Mon rêve est plus riche de visions que de paroles. Seuls les pauvres miséreux peuvent évaluer leur fortune. Pour moi, l'excès de ma richesse d'amour m'empêche de savoir compter la moitié du trésor. Allons, venez vite avec moi, ce sera bientôt fait. Si vous le permettez, je ne vous laisserai pas seul avant que la Sainte Église n'ait fait de vous une seule personne. Quand un spectacle est un bon spectacle et qu'il atteint la 100e, comme c'est le nôtre, je pense que Paris en a besoin, parce qu'il n'y a pas tellement de bons spectacles à Paris. Et le public est partout le même? Eh bien, je pense qu'il est partout le même, mais disons qu'à Lyon notamment, qui est notre centre de création, je pense qu'il est particulièrement jeune et critique. Il ne se laisse pas avoir par les fausses valeurs. Enfin, c'est un public très très intéressant, très dur aussi. Mon enfant est malade, il a la fièvre quarte. Moi, ici présent, je suis le comte. Mon enfant est malade, il a la fièvre quarte. Et voici la mort. Qu'ils sont beaux!
Moi, je vais même jusqu'à dire que la décentralisation, si vous voulez, c'est en voie de disparition, tellement les moyens qu'on donne à la décentralisation sont pratiquement nuls, quoi. Parce que, comprenez, faire du théâtre à Paris, c'est coûteux, c'est cher, il faut des moyens, des subventions de l'État dans certains cas. Mais en province, il faut savoir que c'est 2 fois plus cher. Pourquoi? Parce que les artistes sont tous concentrés sur la capitale. Et pour les faire venir en province, il faut les attirer. Ils n'ont plus la télévision, ils n'ont plus la radio. Donc faire du théâtre en province, c'est un luxe. C'est pour ça que tout ça est bien chancelant. Les petits talents de province font les grands poètes. Le roi les aime, les écoute, le protège. Sigognac! Voilà une bourse! Poète officiel, on vous lit dans les chaumières. Votre troupe est à l'hôtel de Rome. On joue du Sigognac. Mais je me bats pour mon roi. Vous battrez. À Paris, ils ne savent faire que ça. mais en loc! Le poète! Je ferai rire les lavandières. Oh, faire rire les lavandières. Eh bien, monsieur le baron, croyez-en notre vieille expérience, à mes camarades et moi-même, le théâtre, pour le populaire, ça n'est pas si facile que ça. Rapidement, les données essentielles de la guerre du Proche-Orient, je vous les rappelle. Militairement au sol, cette 5e journée de combat ne semble pas avoir modifié les positions, aussi bien sur le Golan qu'autour du canal de Suez. Cet après-midi, les Israéliens ont effectué de nouveaux raids aériens sur plusieurs objectifs syriens, dont l'aéroport de Damas. Un commentaire de Mme Golda Meir il y a quelques instants. La guerre durera sans doute plus longtemps que 6 jours. Nous voulons la paix au gouvernement israélien. Mais pour le moment, dit Mme Golda Meir, notre objectif est de frapper les armées arabes le plus durement possible et les poursuivre au-delà des lignes du cessez-le-feu jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'elles ne pourront plus recommencer. Pour le reste, 3 faits diplomatiques. 1. Selon Washington, Moscou est en train d'acheminer d'importants renforts de matériel vers l'Égypte et la Syrie. 2. Washington demande à Moscou d'intervenir auprès du Caire et de Damas pour freiner les hostilités. Enfin 3. Par la voix de M. Michel Joubert, le ministre français des Affaires étrangères, la France a offert son aide pour la recherche de la paix. La météo, journée un peu plus fraîche que les précédentes. Demain, quelques perturbations devraient passer de la Grande-Bretagne à la France. On devrait donc connaître au nord de la Loire des nuages et de la pluie, du beau temps au sud, après les brouillards du matin. INF de dernière à 23h05, présenté par Pierre Lescure. Pour le reste, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe d'INF 2 qui a préparé ces informations et ce journal, INF 2, une excellente soirée. Bonsoir.